Bonjour et bienvenue à Mille et une Cultures, notre premier épisode de 2021, une première 100% lavalloise avec deux invités très impliqués dans leur communauté. Vous connaissez sûrement Laval en transition, ce mouvement qui se déploie sur le territoire lavallois. Dans la première partie de l'émission, nous allons parler de leur grand événement Effet Transition, qui s'en vient du 29 janvier au 12 mars avec Marie-Anne Perrault, coordonnatrice de l'événement. Bonjour Marie-Anne. Bonjour. Voilà. En seconde partie, nous recevons Alain Saint-Victor, historien, écrivain, qui vient de publier un ouvrage sur l'histoire de l'immigration haïtienne à Montréal et entre deux, la chronique Tendance de Myriam Matondo. On dit quoi? Alors, Marie-Anne Perrault, oui. Vous êtes aussi cofondatrice et co-gestionnaire du Tiers-Lieu, Corps de solidarité, et qui vous siégez à titre de présidente au CA. Oui. Voilà. Et vous êtes titulaire d'un MBA ainsi que d'un DS en gestion des organismes culturels, une longue expérience en coordination de projets, en développement des affaires. Vous êtes aussi spécialisée en marketing, tout un bagage professionnel que vous mettez en place comme créatrice de synergie. Oui, tout à fait. C'est ce que vous dites. Vous êtes une créatrice de synergie. J'y travaille. On aime bien s'attarder à mieux connaître nos invités. Et quand vous dites créatrice de synergie, qu'est-ce que cela implique en fait? Bien, en fait, moi j'aime bien, lorsque je rencontre des gens, en fait, d'abord, je trouve ça tellement intéressant de rencontrer puis d'interagir avec des gens, puis de savoir qu'est-ce qui les passionne, sur quoi ils travaillent en fait, qu'est-ce qui occupe leur temps. Puis, si dans mon réseau, si dans le réseau du tiers-lieu, si dans le réseau, justement, de mes collaborateurs, je connais quelqu'un qui peut aider cette personne à pousser plus loin son projet, bien, c'est sûr que je vais créer des liens, je vais m'arranger justement pour que les gens se parlent. Alors, c'est un peu ça, justement, les synergies, question de faire avancer les projets qui me semblent importants pour les individus que je rencontre puis avec qui j'interagis. Voilà. Et depuis 2020, en fait, mars 2020, au niveau du tiers-lieu même où vous travaillez, vous avez consacré beaucoup de temps à mettre en place ce projet-là, Effet Transition. Oui. Voilà. Qu'est-ce que c'est comme projet? Parlez-nous un peu plus d'Effet Transition. Bien, en fait, Effet Transition, c'est un projet qui est porté par Laval en transition. Vous le disiez tantôt en ouverture. Et Laval en transition a mandaté le tiers-lieu pour mettre en place ce grand événement qui va se tenir du 29 janvier, donc tout prochainement au 12 mars. C'est 6 semaines. C'est un long stretch. C'est très long, hein? Effectivement, c'est très long, mais ça va être aussi passionnant. On a décidé, avec plusieurs bénévoles, des citoyens en fait, qui s'impliquent sur le mouvement Laval en transition et qui s'intéressent justement à l'environnement, notamment parce que c'est vraiment le rendez-vous lavallois pour l'environnement, donc pour les citoyens en environnement qui s'intéressent à l'environnement, Laval en transition et Effet Transition surtout. Donc, on a vraiment mis en place une programmation de 24 activités qui vont se faire, crise sanitaire oblige, virtuellement, mais qui vont être très intéressants puis qui vont aborder différents angles, que ce soit au niveau de l'alimentation, de la consommation. On vient de quitter les fêtes, alors comment on peut mieux consommer, se déplacer également. On est à Laval, ça reste un enjeu important pour beaucoup de secteurs lavallois. Comment on peut repenser nos terres aussi, donc notre rapport avec le territoire, et aussi au niveau de la mobilisation citoyenne. Donc, on a notre série Laval en marche, où là, on va vraiment créer des rassemblements entre citoyens, puis co-construire ensemble, justement, des solutions qui peuvent être porteuses pour Laval. Voilà. Et au bout de tout ça, vous avez sûrement des attentes, des objectifs, là, oui. Voilà, qui sont clairement définis. Bien, oui, naturellement, mais j'ai envie de vous dire que notre objectif, c'est vraiment que les citoyens, il y en a beaucoup des citoyens qui, l'année passée, en 2019, l'année passée, à l'automne 2019, justement, ont décidé de prendre part, justement, de se positionner par rapport à l'environnement et qui cherchent, justement, à faire plus que simplement recycler ou composter. Il y en a peut-être même certains qui se posent des questions sur la valeur ajoutée de leur recyclage, de leur compostage, qui commencent à se challenger par rapport à l'alimentation. On en entend beaucoup parler dans les médias, notamment. On en entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Alors, il y a beaucoup de citoyens avec qui on a parlé qui se disent, bien, comment moi, individuellement, je peux faire ma part pour l'environnement? Fait que déjà, notre objectif, c'est de pousser plus loin, justement, cette réflexion-là, en inspirant les individus, en les outillant aussi,
en leur donnant des outils très, très concrets pour pousser plus loin leur engagement envers l'environnement. Ça, c'est ce qu'on cherche dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps, bien, on souhaite que les gens passent à l'action. On souhaite les rassembler parce qu'il y en a plein des individus qui comme moi, comme vous, comme plein des citoyens qui s'impliquent dans Laval en transition, essayent de faire leur part pour l'environnement, se posent des questions sur bien, comment je pourrais en faire plus dans notre vie de fou avec nos activités, les enfants, Alouette. Donc, il y a beaucoup de gens, justement, qui se posent des questions par rapport à ça. Puis, il y en a certains, en fait, qui se disent, bien, Colin, peut-être que je n'ai pas besoin d'avoir, comme mon voisin, mon autre voisin, une tondeuse. Il y a peut-être des moyens de mutualiser certaines ressources, de créer des projets qui sont collectifs. Il y a des projets très inspirants qui se font ailleurs au Québec. Fait qu'on va se poser des questions aussi par rapport à ça pour voir comment aussi, collectivement, on peut apporter du changement sur Laval. Voilà. Puis j'imagine qu'il y a des partenaires aussi qui ont un peu plus d'expérience dans ce domaine-là. Je pense à la Fondation David Suzuki. Oui, qui est un de nos partenaires. Qui est un de vos partenaires. Y en a-tu d'autres? Oui, certainement. Bien, en fait, oui, la Fondation David Suzuki en est un parmi nous, donc qui va venir, en fait, nous présenter plusieurs de leurs initiatives. Laval en transition est rentré dans un mouvement qui s'appelle le Réseau Demain le Québec, donc plein d'autres initiatives de la transition partout au Québec. Donc, fait que là aussi, le réseau va être avec nous, le Réseau Demain le Québec. Il va y avoir également le Conseil régional de l'environnement de Laval qui va être impliqué dans le cadre des faits de transition. Le pôle régional d'économie sociale de Laval aussi va être parmi nous. Mais d'autres grands acteurs aussi. On a été chercher des super conférenciers, panélistes invités. On va y revenir. Donc voilà, Selon Collectif aussi, qui est très actif à Montréal. Donc, vraiment, on a été chercher plusieurs partenaires très intéressants. Puis, dans nos autres partenaires aussi, il y a Cinéquinox au niveau de la web diffusion. Il y a Desjardins, Caisse d'économie solidaire aussi qui est avec nous. La Ville de Laval va agir comme partenaire aussi. Voilà. Donc, voilà. Oui, puis je pense que c'est important d'avoir les autorités parce que, oui, les citoyens, mais aussi une certaine politique environnementale. C'est ça. Je lisais récemment que, contrairement à ce qu'on croit, le Canada n'est pas vraiment si bien positionné en termes d'environnement. Sur 61 pays, mettons en termes de consommation personnelle, on est 61e sur 61 pays. Disons qu'on a nos classes à faire. Oui, on a du travail à faire. On a des bouchées à prendre. Puis c'est sûr que quand on regarde au niveau de l'ensemble du Canada, il y a des grandes disparités au niveau justement des ressources disponibles. On est chanceux au Québec avec l'hydroélectricité qui fait en sorte qu'on s'en tire pas mal mieux que certaines des autres provinces qui sont davantage dans l'Ouest, notamment canadien. Mais il n'en reste pas moins que, oui, on a des gros efforts à faire, que ce soit au niveau de la consommation de l'eau, au niveau de la consommation. Il y a plein de changements à apporter. De la voiture, c'est ça, le transport en commun, c'est ça. Oui, tout à fait. Donc, il y a des grands changements à apporter. Il faut changer nos paradigmes. Et déjà, justement, la Ville de Laval a des cibles qui sont ambitieuses. Ils ont annoncé à l'automne 2020, justement, l'objectif qu'en 2035, on réduise de 33 % nos émissions de gaz à effet de serre. La majorité des émissions de gaz à effet de serre, justement, qui sont produites à Laval, viennent du transport. Donc, là encore, je sais que actuellement, ces jours-ci, il y a une grande consultation, justement, avec les citoyens qui est propulsée par la Ville. Puis nous, à Effet de transition, puis à Laval en transition, lorsqu'on a commencé à travailler sur le projet d'Effet de transition, bien, on a sondé les citoyens. On voulait leur demander, bien, qu'est-ce que vous aimeriez comme événement? C'est vraiment un événement, en fait, qui est dessiné par les citoyens, pour les citoyens. Puis il y en a beaucoup qui nous ont dit, bien, comment on peut s'arrimer aux volontés politiques pour faire en sorte de pousser encore plus la charrette. Là. Question qu'on crée un mouvement, une boule de neige là, gigantesque. C'est génial quand ça vient de la base. Hein? Ça a plus d'effet aussi. Puis, comme vous l'avez dit, cette programmation que vous offrez du 29 janvier au 12 mars, elle vient de vos membres. Donc, une programmation très riche. Beaucoup de conférences, mais aussi beaucoup d'activités, hein? D'autres activités, en fait. Tout à fait. On va avoir autant des conférences, on va avoir autant
temps des panels de discussion, d'échange. On va avoir des activités de brainstorm, justement, sur des enjeux que les citoyens vivent dans leur quartier, dans leur voisinage. Donc, on travaille avec la Caravane de la transition, qui est un autre projet porté par Laval en transition, qui est super intéressant, qui est vraiment dans le concret, sur le terrain, pour outiller les citoyens puis porter leurs actions collectives. Et on veut, naturellement, s'arrimer à l'ensemble des forces vives de Laval pour faire en sorte de créer un mouvement. Donc, il va y avoir toutes ces activités-là, brainstorm, co-création. On va avoir une belle journée de passage de l'idée à l'action le 6 mars prochain avec le pôle régional d'économie sociale puis les gens de la Caravane. On va s'autoriser à rêver Laval 2050 aussi. Puis, il y a aussi des projections de documentaires, des ciné-colos qui sont prévus en lien avec la Fondation David Suzuki aussi. Donc, oui, une belle variété, une belle brochette d'activités. OK. Puis, qu'est-ce qu'il faut surveiller? Parce que je vois aussi que, quelque part, je regardais la programmation, puis je me disais, il manque quand même la diversité. Puis, j'ai vu qu'il y avait les peuples autochtones qui étaient pris en charge. Même si c'est dommage, vous avez une programmation pendant le mois de l'histoire des Noirs. Je pensais voir plus de minorités visibles. Mais qu'est-ce qu'il faut surveiller parmi vos conférenciers? Puis, cet arrimage avec d'autres enjeux sociaux. Voilà. En fait, c'est sûr que pour nous, c'est notre première édition à Laval en transition pour Effet Transition. La transition, c'est pas seulement l'environnement. On s'entend, il y a plein d'enjeux socio-écologiques, en fait, qui sont à traiter. Mais pour cette première édition-ci, on ne pouvait pas s'attaquer à tout. Alors, il y a trop de choses. Faire une sélection. Il faut commencer quelque part. C'est sûr qu'on s'est dit, on va commencer par l'environnement. C'est quelque chose qui est déjà là très en vogue, mais qui touche toute la population. Avec la crise sanitaire actuelle, il y a beaucoup de gens, justement, qui mettent de l'avant le fait que, justement, on devrait parler davantage d'environnement, puis que c'est la crise aussi, justement, qu'il faut surveiller. Ceci étant dit, oui, effectivement, on voulait quand même faire déjà une petite insertion, justement, dans les enjeux socio-écologiques. À l'occasion de notre premier panel d'ouverture le 29 janvier, on va recevoir Patrick Bonin de Greenpeace Québec, on va recevoir Laure Varidel, on va aussi recevoir André-Yann Parent de Réalité climatique Canada, qui s'est beaucoup intéressé à la justice environnementale, à la justice justement en lien avec les Premières Nations. Et on reçoit Kim Obansawin, qui est cinéaste, très active justement au niveau de la cause des femmes autochtones, qui vient juste de sortir un super beau documentaire, Je m'appelle humain, sur Joséphine Bacon. Si jamais, justement, il faut aller voir ça. C'est vraiment une mine d'or. Ça n'a pas manqué. Ah oui, vraiment. Et donc, c'est sûr que ce qui est arrivé cet automne avec la tragédie liée à Joyce Echaquan, c'est venu heurter beaucoup de... En fait, c'est venu heurter l'opinion publique beaucoup. Alors, c'est sûr qu'on s'y intéresse. On va recevoir également Mélissa Molène-Dupuis le 15 février dans le cadre d'une activité sur la protection des terres. Mais, tu sais, c'est sûr que toutes nos actions, justement, on souhaite faire en sorte qu'il y ait un côté social qui soit de plus en plus présent, mais on s'est dit qu'il fallait s'en garder aussi pour, idéalement, une deuxième édition, une troisième. En présentiel cette fois-ci. Oh, je l'espère, je l'espère. Et pour finir, quelles sont les formes de participation? Comment les citoyens lavallois peuvent participer à cette activité-là? Oui, bien sûr. Donc, en fait... Déjà, on a mis en vente des passeports. Le passeport coûte 60 $. Notre objectif, c'est de faire en sorte que ce soit le plus accessible possible. Ça revient à 3,75 par activité. Sur les 24 activités, on en a 8 qui sont gratuites, 16 qui sont payantes. Donc, le 3,75 c'est pour les 16 activités payantes. C'est 50 % de rabais si on est étudiant. Donc, indépendamment si vous êtes à temps plein ou à temps partiel. Et ça permet justement aux gens d'assister à l'ensemble de la programmation, mais aussi de pouvoir réécouter si jamais nos horaires sont un peu fous parfois. Donc, si jamais, justement, on manque une activité qui nous interpellait, donc on peut la réécouter en rediffusion. Donc, ça, c'est accessible. Sinon, il y a 24 activités vraiment intéressantes sur l'alimentation, sur, justement, la consommation. On va parler de zéro déchet, on va parler d'autonomie alimentaire, on va parler de gaspillage alimentaire, on va parler de nutrition, on va parler de permaculture, de jardinage, on va parler d'aménagement
l'aménagement urbain. On va vraiment parler de toutes sortes de choses, de transport actif aussi. Et des choses qui intéressent les Lavallois, en fait. Exactement. Voilà. Puis vous offrez, j'ai vu qu'avec les passeports, vous offrez un coffret de semences. Oui, mais ça, c'est notre offre C'était l'offre C'est déjà pré-Noël, exactement. C'est plus disponible, il fallait le faire avant les fêtes. Mais sinon, les gens peuvent aussi participer à la pièce aux activités. À ce moment-là, c'est un coût de 10 $. Mais tous les renseignements sont disponibles sur effettransition.ca. Merci beaucoup, Marianne. Merci, Kadi. Alors, on vous invite à aller sur le site de Effet Transition pour voir la programmation de cet événement, un grand événement lavallois, porté par des Lavallois. Et maintenant, nous cédons la place à notre chroniqueuse culture, tendance et mode, Myriam Matondo. Myriam, on dit quoi? Bonjour à tous, nous sommes tous de retour maintenant pour la suite de notre saison. Vous vous questionnez sur l'intégration de votre enfant en milieu de garde? Mieux-être à Laval et Nourrissources organisent une visioconférence causerie le 13 janvier avec Suzanne Dumas, enseignante retraitée en technique d'éducation à l'enfance, ainsi qu'une marraine d'allaitement qui répondront à vos questions sur le sujet. Les mesures sanitaires applicables dans les différents milieux de garde aussi seront à l'ordre du jour. Les informations sont sur la page Facebook des deux organismes, donc Mieux-être à Laval et Nourrissources Laval. La Maison des Arts de Laval s'est réinventée avec de nouvelles façons de présenter leurs offres culturelles, histoire de garder le lien avec vous. Vous pouvez donc continuer à fréquenter virtuellement votre espace culturel à travers des visites virtuelles d'exposition, suivies de discussions avec les commissaires d'exposition. C'est le cas de l'exposition Dénoncer d'Isabelle Ayer qui prend fin d'ailleurs aujourd'hui. Également, la Maison des Arts a mis en place depuis le mois de novembre la série de balados réalisée par Jérémy McEwen, philosophe en résidence à la Maison des Arts. Cette série s'intitule « On va à la maison », donc il faut comprendre ici la Maison des Arts, qui est en fait une série d'interviews d'artistes menées par Jérémy McEwen, tout en faisant des ponts philosophiques entre leurs différentes pratiques, donc celles des artistes. Les ateliers d'Alfred sont aussi disponibles en mode virtuel. Je rappelle que les ateliers d'Alfred sont une activité de médiation autour d'une œuvre d'art offerte aux enfants avec leurs parents. Donc, dans la seconde partie de cette émission, nous recevons Alain Saint-Victor, historien, écrivain, enseignant aussi, qui vient de publier un ouvrage sur l'histoire de l'immigration haïtienne à Montréal. Bonjour, Monsieur Saint-Victor. Bonjour, Madame Cadisso, et merci de l'invitation. Ça fait plaisir de vous avoir en ligne. On aurait aimé vous avoir sur le plateau, mais Covid oblige, voilà. On y va par une... C'est ça. Donc, un ouvrage sur l'histoire de l'immigration haïtienne à Montréal. On parle de quelle histoire et de quelle époque? Est-ce que c'est de la première vague, la deuxième vague d'immigration? De quelle histoire on parle, en fait? Et au fond, c'est pour les deux vagues. Je couvre la période de 1960 à 1990, donc une période de 30 ans. Donc, je couvre cette période-là. Actuellement, je commence avec la première vague d'immigrants haïtiens qui sont arrivés ici. Ils étaient peu nombreux. D'après certaines personnes, ils étaient peut-être 100 ou 200 à peu près. On ne connaît pas exactement leur nombre. Parce qu'à cette époque-là, le ministère de l'Immigration n'était pas encore créé. Donc, ils sont arrivés ici dans les années 60, 63, 64, 65, 66. Et ce sont surtout des intellectuels. Ils vont devenir des profs d'université, des ingénieurs, et des médecins, des infirmières et des infirmiers aussi. Mais ce qui caractérise cette vague-là, c'est qu'ils vont se considérer comme des exilés politiques. Donc, quand ils viennent ici, ils vont naturellement intégrer la société de façon plus ou moins facile. Et c'était à l'époque de la Révolution tranquille, il ne faut pas oublier ça non plus. Donc, on avait besoin de ces gens-là. Et ils vont intégrer la société québécoise sans grande difficulté. Naturellement, à l'époque, ils ne sont pas venus ici pour constituer une communauté. Ils viennent ici en tant qu'exilés politiques. Plusieurs d'entre eux ont étudié en Europe, par exemple. Donc, au lieu d'entrer en Haïti, parce que leur objectif, c'était de rentrer chez eux pour aller contribuer
au développement du pays. Donc, à cause de la dictature là-bas, donc ils viennent ici et ils vont intégrer la société québécoise. Donc, ils viennent pas ici en tant que des gens qui sont là pour y rester. Donc, ils sont toujours, leur perspective, c'est de rentrer dans leur pays. Donc, ils vont s'impliquer dans la lutte politique, ils vont dénoncer la dictature et ils attendent la chute du régime des Duvalier pour pouvoir rentrer au pays. C'est ça qui caractérise cette première vague. Et ce qui est différent de la deuxième vague qui est venue d'immigration. Voilà, exactement. Je vais parler de la deuxième vague après, mais c'est important de le souligner parce que j'entends des gens qui reprochent à cette première vague de ne pas fonder la communauté à cette époque-là, de ne pas investir dans l'économie, par exemple, dans le logement, etc. Comme ça aurait pu aider à construire la communauté haïtienne après. Mais il faut comprendre que ces gens-là n'étaient pas ici pour rester. Donc, comme je l'ai dit, ils sont ici donc pour se préparer pour entrer en Haïti, pour pouvoir contribuer. Et dans le livre, d'ailleurs, je cite certains d'entre eux qui vont tout faire pour essayer de rentrer dans leur pays. Mais ça ne fonctionne pas. Et ils vont réaliser que finalement, ils sont dehors pour quelque temps parce que après la mort du dictateur François Duvalier, c'est le fils qui va prendre le pouvoir. Et comme le fils, à cette époque-là, a 19 ans, donc l'espoir de retourner au pays, maintenant, va s'évanouir. Voilà. Donc, il y avait un système, en fait, qui était là. Ce n'était pas juste Duvalier, c'est tout le système qu'il y avait autour de Duvalier. Exact, c'est le régime, le dictatorial. Donc, il va passer le pouvoir à son fils. Après son fils va prendre le pouvoir après sa mort. Et cette première vague d'immigrants ici va se rendre compte que finalement, ils sont ici pour de bon. Donc, c'est à partir de cette époque-là, naturellement, à partir de 1970, du début de 1970, que va arriver la deuxième vague. Donc, c'est beaucoup plus nombreuse, hein, parce que, vous donnez une idée, je parle dans le livre, vous donnez une idée, le nombre d'Haïtiens, le pourcentage parmi les immigrants haïtiens qui arrivaient dans les années 60 n'était même pas signalé, c'était un peu nombreux. Mais à partir de 1974, les Haïtiens vont devenir en termes de nombre, le plus nombreux et le nombre d'immigrants plus élevé qui va arriver en 1974. Vous voyez la différence? Oui. Et donc, la deuxième vague va commencer à arriver en 1969, 70, 71. Et ce sont en général des gens qui vont rentrer pour travailler. Ce qu'on appelle le secteur mou de l'économie, et en particulier dans le textile, dans l'industrie du vêtement. Donc, ils vont entrer en grande quantité, parce qu'on a besoin d'eux à cette époque-là, et parce que comme on dit, entre guillemets, les Québécois de souche ne veulent pas de ces emplois-là, donc ils vont entrer en grande quantité. Et quand ils rentrent ici en 71, 72, 73, et non seulement ils rentrent en grand nombre, mais ils rentrent pour y rester, donc pour en quelque sorte fonder, ce sont eux qui vont commencer à fonder la communauté. Et ça, c'est important de le mentionner. Et à cette époque-là, naturellement, comme ce sont des gens peu éduqués, etc., ils vont aller dans des emplois que les natifs ne veulent pas. Mais à partir de 73, 74, l'industrie du vêtement va délocaliser. Oui, donc, voilà. Voilà, ils vont aller dans les pays du tiers-monde pour pouvoir exploiter une main-d'œuvre bon marché. Et ces gens-là vont subir, vont connaître un chômage assez important et ils vont s'orienter vers ce qu'on appelle le secteur de service. D'accord. Donc, surtout les services de la santé, en fait, beaucoup. Santé, l'industrie du taxi. D'accord. L'hôtellerie, etc. Donc, c'est un secteur qui n'a pas, dans la tête des Québécois qui sont ici, c'est un secteur qui n'était pas destiné à ces gens-là. D'accord. Et c'est à cette époque-là que naturellement, il y a un racisme ils vont connaître le racisme, naturellement la discrimination, etc. Donc, je dois mentionner aussi que c'est à la même époque que vont se fonder les deux centres communautaires haïtiens, les deux centres les plus importants de la communauté haïtienne. Le BCCHM, c'est le bureau de la communauté chrétienne des Haïtiens de Montréal, et la Maison d'Haïti. D'accord. Ces deux centres vont être fondés en 1972. Et leur objectif au début, c'est d'aider cette deuxième vague à intégrer la société québécoise. Vous voyez? Donc, à intégrer, à les former
sur les emplois, etc., comment chercher un emploi, etc., etc. Mais graduellement, ces deux centres, comme cette deuxième vague va faire face au racisme, à l'exclusion et à la marginalisation, ces deux centres-là vont se lancer dans la bataille contre le racisme. D'accord. Donc, vous nous parlez de ce sentiment communautaire qui s'est développé, puis aussi des défis auxquels ils font face. Est-ce que ce sentiment communautaire perdure et est-ce que les descendants, les enfants de cette première et deuxième vague, ils font aussi face aux mêmes défis, puis ils ont ce même sentiment communautaire? C'est exactement ça. Alors, naturellement, la première vague, les enfants de la première vague ont été dans de très bonnes écoles, les écoles d'élite, etc. Donc, eux, ils n'ont pas connu ce genre de problème. Attention, à la deuxième vague, il y a plusieurs de ces immigrants de deuxième vague vont venir avec leurs enfants ici. Donc, les enfants ont déjà commencé leurs études en Haïti, etc. Donc, ils doivent s'adapter au système québécois. Et comme les parents ne comprennent pas bien ce système-là, donc ces enfants-là aussi vont avoir des difficultés à s'adapter dans les écoles. Ils vont subir aussi naturellement un certain racisme de la part de certains enseignants ici. Mais quand cette deuxième vague arrive ici, ils arrivent pour s'intégrer pour de bon. Donc, ce sont eux qui vont, ce qu'on appelle, sont eux qui vont vraiment former la communauté haïtienne en quelque sorte. Donc, non seulement ils luttent contre le racisme et contre la discrimination, leurs enfants ont des difficultés à l'école et leurs enfants vont connaître beaucoup de problèmes à l'école, beaucoup d'obstacles d'apprentissage, etc. Et donc, les deux centres dont je viens de parler, les deux centres communautaires, le BCCHM et la Maison d'Haïti, vont se lancer dans la bataille aussi d'aider ces enfants-là aussi, d'aider ces enfants dans leur apprentissage, etc., etc. Et on va avoir des gens comme Paul Desjans, par exemple, Carl Lévesque, Max Chancy, etc., pour citer ces trois-là, et qui vont se lancer dans cette bataille-là de façon systématique. Voilà. Et à partir des années 78, sûrement les chauffeurs de taxi vont particulièrement mener une lutte acharnée contre le racisme dans l'industrie du taxi, parce qu'il va y avoir des compagnies de taxi qui refusent des chauffeurs noirs, soit disant que les gens ont peur des chauffeurs noirs, etc. Il y a toute une lutte d'entrer dans cette industrie-là et de s'y installer. Et ils vont connaître le succès. Donc, je raconte ça dans le livre. Ils vont connaître le succès à un certain moment. Mais en faisant cette lutte-là contre le racisme, c'est aussi d'affirmer leur citoyenneté à part entière aussi dans la société québécoise. De s'affirmer en tant que citoyens qui ont des droits comme tout le monde, etc. Donc, donc c'est à partir de là que cet esprit communautaire va se constituer dans ces luttes-là même. Voilà. Donc, une histoire très intéressante, Monsieur Saint-Victor, qu'on va découvrir dans votre ouvrage qui vient de paraître, un ouvrage qu'on peut se procurer où? Alors, je vais vous laisser mes coordonnées, mon téléphone. Donc, les gens qui veulent se procurer d'un exemplaire peuvent m'appeler directement. Et puis, on va... Pour se le procurer. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On vous connaît très impliqué dans la promotion de l'histoire et de la culture haïtienne, notamment avec les artistes de Réminiscence. On va d'ailleurs se quitter avec une des belles activités auxquelles vous avez participé avec M. Stanley Colémon. Merci, M. Saint-Victor. Merci beaucoup, Mme Sor. Voilà. Merci à vous qui nous suivez à la maison et n'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos commentaires, critiques et suggestions. Puis on vous dit à la semaine prochaine. La cérémonie, on son kouachi, on son tambour. Haïti, c'était au goût, c'est des ancêtres qui étaient pour nous. C'est là l'esclavage aboli, sont tes libertés à vaudou. Haïti, c'est festival, c'est tisourit, c'est fête champette. C'est animation dans carnaval, c'est yon tizilek pas j'en fret. Haïti, son bon baiser, son domino, son bon 3-7, son réveillon. Côté qui gen bouillon, c'est la gen qui tête. Haïti, c'est yon combi de paysans cap sec les la terre, c'est ti machin.